Mesdames et messieurs, bienvenue. Lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2021, Kofi Annan reprenait cette citation de Martin Winkler qui dit, je cite, « Toute relation comporte une certaine part de manipulation. La question est de savoir jusqu'où on se laisse manipuler et par qui. Et on peut éviter la manipulation en passant à la coopération au partage. » Fin de citation. Dans la vie de tous les jours, on est libre de choisir ses amis et même ses ennemis. On peut également décider de garder ou de se séparer des relations selon ce qu'elles nous apportent en termes d'avantages et d'inconvénients. C'est la logique de la relation et elle est applicable entre les différents pays. Nous l'avons encore observé cette semaine qui s'achève. Pendant que le Cameroun renouvelle son partenariat avec la Russie, le Mali se sépare d'une partie des troupes françaises installées sur son territoire et l'exécutif ivoirien qui renouvelle sa confiance à certains ministres et pas d'autres. Ce sont d'ailleurs les 3 sujets d'actualité retenus pour cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash TV News. Retrouvons-nous dans un instant. Nous sommes heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour une toute nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash TV News. Et comme pour toutes les éditions, nous sommes accompagnés d'un invité de marque cet après-midi, Dr Armel Sango. Il est politologue internationaliste. Bienvenue, Dr Armel. Bonjour Madame Dongo et merci de m'avoir invité à cette nouvelle émission. Nouvelle pour moi parce que c'est la première fois que j'interviens en tant qu'invité de marque, comme vous venez de le dire. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à vos millions, je voudrais dire milliards de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Et je vais chuter en m'adressant à la communauté chrétienne qui commémore aujourd'hui, ce dimanche, la résurrection du Christ qui a été crucifié il y a de cela une semaine. Donc, je leur adresse, n'est-ce pas, ici, une très bonne méditation et aussi et surtout une très bonne fête chrétienne. Merci. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites d'être sur le plateau de Dash TV News et surtout sur le plateau du Grand 7. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Dr Armel Sango. Et comme tous les dimanches, vous le savez, chers téléspectateurs, nous allons faire un tour rapide sur le continent africain pour voir ce qui aura fait l'actualité tout au long de cette semaine. Politique, économie, éducation, tous les secteurs y passent. Et c'est Audrey Melingui, notre guide. Bonjour Audrey. Bonjour Marivonne et bienvenue à ce round-up de la semaine. Ce 19 avril, le président Alassane Ouattara a reconduit Patrick Hachi au poste de Premier ministre, une semaine après le dépôt par ce dernier de sa démission et celle de son gouvernement. Cette nomination vient ainsi mettre fin à la rumeur selon laquelle il était pressenti au poste de vice-président, poste auquel a d'ailleurs été porté Tiemoko Meïlet Kone, gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, par la même décision du chef de l'État. Sans plus tarder, Tiemoko Meïlet Kone a prêté serment ce 20 avril à Abidjan devant le Conseil constitutionnel et Patrick Hachi a dévoilé sa nouvelle équipe composée de 31 membres. Cette semaine, des bombardements intensifs ont été menés sur les pourtours du lac Tchad où sont implantés à la fois les hommes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest et des éléments toujours fidèles au JAS, la branche historique de Boko Haram. Une opération militaire conjointe du Nigeria, du Niger et du Cameroun qui a permis de neutraliser une centaine de djihadistes, dont au moins 10 commandants de haut rang selon les autorités. L'opération a également permis la saisie des armes, de la nourriture et des drogues. L'armée française a procédé ce 19 avril à la rétrocession de la base militaire de Gossi dans le nord du pays aux forces maliennes. Par cet acte, la France marque une étape de plus vers la fin de l'opération Barkhane au Mali. Gossi devient ainsi la 4e ville à enregistrer le retrait des soldats français
engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali, après Kidal, Tessalit et Tombouctou. Reste encore la rétrocession des bases de Ménaka et Gao, où 2500 soldats sont toujours déployés sur les 4600 présents sur l'ensemble du Sahel. En RDC, 5 députés nationaux élus dans les localités de Lubero, Boutembo, Beni et Irumu ont initié et déposé ce 19 avril une proposition de loi pour mettre fin à l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ces derniers s'appuient sur le fondement de l'article 144 de la Constitution et l'article 163 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dispose que la Chambre basse et le Sénat peuvent mettre fin à l'état de siège à tout moment par le vote d'une loi. Alors que le débat sur la prorogation de cette mesure exceptionnelle est en cours, les violences persistent en Ituri et au Nord Kivu. À la suite d'un mini-sommet de la communauté de l'Afrique de l'Est dans la capitale kenyane, réunissant les présidents du Kenya, du Burundi, d'Ouganda et de RDC, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, une réunion consultative entre le gouvernement de Kinshasa et des groupes rebelles a eu lieu ce 22 avril à Nairobi. Les pays présents à ce sommet se sont engagés à soutenir Kinshasa dans sa lutte contre les groupes armés actifs dans l'Est congolais. Tous les groupes armés ont été appelés à participer sans condition aux consultations politiques, faute de quoi ils seront considérés comme des forces négatives et traités militairement par la région. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe nationale. Une semaine après la catastrophe qui a fait plus de 400 morts, les opérations de sauvetage ont cessé, mais 63 personnes restent portées disparues. Cette mesure s'ajoute à la donation d'un montant de 63 millions d'euros promis aux rescapés. Cette disposition avait été prise au plus fort de la pandémie de Covid-19, donnant aux autorités de mieux gérer les situations de crise, comme ces récentes intempéries survenues dans le pays. Le fonds de solidarité mis en place pendant la crise sanitaire devrait désormais permettre de centraliser les dons. Selon le président Cyril Ramaphosa, l'utilisation des fonds sera suivie de près afin d'éviter tout détournement. L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine. Yaoundé et Moscou renouvellent leur accord de coopération militaire pour un nouveau bail de 5 ans. Le document de 14 pages a été paraphé le 12 avril dernier dans la capitale russe côté Cameroun par Joseph Betty-Assoman, ministre de la Défense. Les analystes estiment que cet accord est inopportun et sera mal pris par la France et les États-Unis. Le syndicat national des enseignants du supérieur SINES a appelé à la grève. Ils n'ont toujours pas reçu leur prime à la modernisation de la recherche, malgré les mots rassurants du ministère de l'Enseignement supérieur. Si certaines personnes ont pu avoir droit à leur virement, la majorité des enseignants, elles, non. Cette semaine, ils ont décidé de ne plus donner cours jusqu'à ce que satisfaction soit obtenue. Le Cameroun fait partie d'une liste de pays interdits d'exporter certains fruits et légumes vers l'Union européenne, notamment la mangue, la papaye, la goyave, le poivron, les aubergines et la tomate. Ceci en raison d'une nouvelle réglementation phytosanitaire plus stricte entrée en vigueur sur le territoire européen en décembre 2019. Il est reproché aux produits agricoles camerounais la présence de volumes importants de résidus et autres substances nocives, aussi bien pour la santé que l'environnement. Dans une lettre circulaire datée du 18 avril dernier, le ministre camerounais en charge de l'agriculture et du développement rural, Gabriel Bayrobé, a informé les chefs de poste de police phytosanitaire que son administration travaille à l'élaboration des dossiers techniques conformes au nouveau règlement afin de faciliter les exportations. Et nous achevons ce round-up avec cette actualité. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Dumécy a effectué du 18 au 20 avril dans la région du littoral une visite de travail sur les sites de construction de la route Douala-Boni-Poupa-Yabassi. À l'issue de l'inspection des 2 tronçons du linéaire de 83 km, les travaux sont réalisés à 75% malgré quelques retards accusés dans les délais selon le ministre.
Il a prescrit à l'entreprise en charge des travaux d'accélérer le rythme afin de tenir l'échéance d'octobre 2022. Merci Audrey Melingui pour ce round-up de l'actualité africaine. Nous allons marquer notre premier stop et ce stop est marqué au Cameroun où l'actualité a été marquée par cet accord de coopération militaire signé entre la Russie et le Cameroun pour un nouveau bail de 5 ans. Le document de 14 pages a été paraphé le 12 avril dernier dans la capitale russe côté Cameroun par Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense. Le contexte et les enjeux en long dressés ici par Polycarpe Somba. D'un côté, Joseph Betty Assomo, ministre camerounais de la Défense, et de l'autre, son homologue, le général d'armée Shoigu, pour la Fédération de Russie. Le document dont ils sont les doubles signataires compte 13 pages et dispose en son article 2 notamment que les deux pays s'engagent à un échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, de développement des relations dans le domaine de la formation conjointe des troupes, de génie, d'enseignement militaire et de médecine militaire. Un large spectre donc, en des termes plutôt génériques et qui laisse place à toutes les conjectures. D'abord, le moment de la signature de cet accord, alors que la Russie est engagée dans une opération militaire controversée en Ukraine, opération qui a dressé contre elle tout le monde occidental. Quel est le message que Yaoundé envoie à ses différents partenaires bilatéraux et multilatéraux en confortant ce rapprochement avec Moscou? Sur la question, l'homme politique Dje Kamchamini pense que cet acte est courageux et fort de symbole en termes d'affirmation de la souveraineté du Cameroun, dont la coopération ne serait ainsi dictée que par ses propres intérêts. D'autre part, pour le Cameroun qui est tenaillé par de nombreuses autres crises sécuritaires en zone anglophone, mais aussi à l'est et dans l'extrême nord, avec Boko Haram, de diversifier sa coopération avec les axes de coopération militaire, notamment en partenaire russe, à la force connue et redoutée de tous ne peut être que bénéfique. D'aucuns voient aussi du coup planer l'ombre de la nébuleuse Wagner, dont les méthodes sont controversées sur le champ où elle opère déjà sur le continent. Cependant, pour maître Bomo Timban de la société civile, il n'y a rien de neuf sous le soleil, Russie et Cameroun étant déjà en coopération militaire depuis au moins 2015. On peut donc parler avec notre invité de cet après-midi de ce nouvel accord signé entre le Cameroun et la Russie. Une bonne nouvelle pour le Cameroun, Dr Armel? Je pense que c'est une pratique normale dans les relations internationales. Ce que vous devez savoir, ce qu'on peut comprendre à travers cet accord, c'est que le Cameroun et la Russie sont deux pays indépendants qui sont libres d'entretenir des relations internationales de la coopération, tant sur le plan économique, politique que culturel. Donc, ce nouvel accord, sur le plan technique, ne souffre de rien. Mais sur le plan maintenant conjoncturel, voire même structurel, on peut, n'est-ce pas, ici être amené à subordorer sur un certain nombre d'enjeux, compte tenu du contexte et de la conjoncture internationale que nous traversons aujourd'hui. Déjà, nous voyons comment la Russie, qui était cette puissance jusque-là réservée sur le plan africain, parce que vous savez que depuis le congrès de 1884 qui avait marqué le partage de l'Afrique, la Russie n'était pas jusqu'ici présente sur le continent africain. La Russie était, n'est-ce pas, ici concentrée sur la recherche, sur le développement de son armement. La Russie n'avait pas jusque-là des velléités expansionnistes. Depuis la chute ou alors la dislocation du bloc soviétique. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie est à peu près l'héritière de cet grand ensemble du bloc soviétique qui était une confédération d'États et qui avait une idéologie différente, n'est-ce pas, de l'idéologie du camp occidental, le camp de l'Ouest, la fameuse, n'est-ce pas, ici, guerre froide qui avait opposé les deux camps. Le camp de la Russie composé, n'est-ce pas, ici de l'URSS et le camp occidental, le camp de l'Ouest composé des États-Unis, la France et tous ces pays de l'Europe de l'Est. Alors la spécificité de ce nouvel accord intervient au moment où la Russie décide désormais de quitter l'Europe pour pouvoir étendre ses champs, n'est-ce pas, ici, diplomatiques en Afrique. Et sur ce plan-là, on ne saurait reprocher à la Russie, n'est-ce pas, cet acte-là, parce que la Russie est un pays libre, est un pays souverain qui attend, n'est-ce pas, ici, librement diriger ses relations internationales avec n'importe quel pays autre souverain
sur le plan international. Alors, vous savez mieux que moi que depuis un certain temps, la Russie est fondamentalement présente en Afrique. Parce qu'à un certain moment donné, elle était présente de manière officieuse, mais aujourd'hui, la Russie attend être présente physiquement, officiellement en Afrique, en signant les accords de partenariat avec un certain nombre de pays. L'actualité récente, c'est avec le Mali, où la Russie a montré, n'est-ce pas, ici, cette démonstration d'actes forts en signant les accords de coopération avec le Mali. Pour ce qui concerne donc le Cameroun, il faut dire que ce n'est pas la première fois. Déjà en 2015, le Cameroun avait, n'est-ce pas, ici, paraphé un accord militaire avec la Russie, et lequel accord militaire consistait, n'est-ce pas, ici, pour la Russie, à aider le Cameroun sur la lutte contre le Boko Haram au nord. Et vous savez que la Russie avait, n'est-ce pas, ici, fourni du matériel technique au Cameroun qui, heureusement, a fait face à cette nébuleuse du Boko Haram qui reste aujourd'hui fondamentalement impuissante. Donc, vous faites bien de le mentionner d'ailleurs. Ce n'est oui. pas la première fois que le Cameroun signe un accord de coopération militaire avec le Cameroun. Mais on peut quand même se demander pourquoi ce nouvel accord fait autant parler. L'accord de 2015, il est passé quasiment inaperçu. Mais ce nouvel accord, parce que c'est un accord renouvelé en réalité, mais pourquoi celui-ci fait autant de bruit? Alors, celui-ci fait autant de bruit parce que, le contexte n'est pas le même. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie est engagée dans une guerre avec l'Ukraine. Une guerre qui, n'est-ce pas ici, remet sur la table les braises de la guerre froide. Parce que vous savez que pendant la guerre froide, n'est-ce pas ici, ou alors après la chute du bloc URSS, les accords avaient été signés entre le camp occidental et la Russie. Et parmi ces accords, par exemple, il y avait l'accord de non-agression. Il y avait, par exemple, l'accord de non-assistance, n'est-ce pas ici, ou alors l'accord qui consistait à ne pas s'y mixer dans les affaires intérieures des États qui étaient jusque-là des entités de l'ex-URSS. Vous savez que l'Ukraine était un pays de l'ex-URSS, cette confédération d'États-là. Donc pour Poutine, aujourd'hui, le peuple ukrainien et le peuple russe forment un seul et unique peuple. Ils n'arrivent pas à comprendre comment l'Ukraine est en train de vouloir se rapprocher avec l'Occident. Vous savez, n'est-ce pas, cette actualité sur l'intégration de l'Union européenne, par exemple, de l'Ukraine. Et c'est ça qui fait soulever l'ire, c'est-à-dire la colère du président russe, qui s'aperçoit qu'en réalité, ces accords-là n'ont pas été respectés. C'est pour cela qu'il est intervenu manu militari en Ukraine pour, dit-il, démilitariser ou alors dénazifier ces gens qui sont à la tête de l'Ukraine. Et vous savez que à l'époque de l'ex-président ukrainien Poroshenko, qui était presque pro-russe, il n'y avait pas ces problèmes entre l'Ukraine et la Russie. Il y a donc eu une sorte de configuration et de reconfiguration des rapports de force entre le camp occidental et l'Ukraine, qui a réussi à mettre sur la tête de cet État quelqu'un qui est pro-occidental, d'où le président actuel. Donc, ce problème de l'Ukraine et de la Russie ressoulève et met sur la scène les tensions de la guerre froide qui, pour moi, en tant qu'analyste, continue jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsqu'on fait donc un parallélisme avec l'accord que le Cameroun vient de signer avec la Russie, vous comprenez très vite qu'il se pose un problème. Le problème, par exemple, du non-alignement. Parce qu'à l'époque de cette guerre froide entre la Russie et le camp occidental, ou du moins entre le bloc soviétique et le camp occidental, les pays africains observaient jusque-là ce qu'on appelle en relations internationales la politique de non-alignement. Or, dans le contexte actuel, en paraphrasant cet accord-là, le Cameroun est en train de montrer qu'il est en train de s'incliner vers le camp de la Russie. Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Donc de soulever l'ire du camp en face, qui est, n'est-ce pas ici, constitué du camp occidental, c'est-à-dire les États-Unis, la France, la Belgique, ce camp occidental qu'on appelle en géopolitique le bloc occidental. Le Cameroun s'affirme donc désormais dans le camp de la Russie. C'est ce que cela semble démontrer sur le terrain, parce que nous sommes juste en train de lire les relations internationales dans un contexte
très très particulier d'une guerre qui est, n'est-ce pas ici, une ramification de l'ex-guerre froide. Et je vous dis, cette guerre froide n'est jamais finie parce que le combat de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de chercher à restaurer l'ex-URSS. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à restaurer cette ex-URSS, il vaut du moins que les accords de coopération qui avaient été signés à la fin de la guerre froide soient respectés tant du côté occidental que du côté de la Russie. Pour rappel, je vais vous faire un petit rappel historique. Vous allez vous apercevoir que lors de cette guerre froide, par exemple, la Russie, à l'époque, avait, n'est-ce pas ici, positionné ses soldats et ses armes nucléaires à Cuba, à l'époque. Et à l'époque, donc, l'Amérique avait réagi suffisamment pour dénoncer, n'est-ce pas, ce positionnement des militaires russes à Cuba. Et vous savez que sur le plan géographique et géostratégique, le Cuba n'est pas très loin des États-Unis. Une bombe déclenchée au Cuba atteint les États-Unis en moins de 5 minutes parce que ces deux pays sont, n'est-ce pas, frontaliers. Donc, à l'époque, donc, les États-Unis, le bloc occidental avait réagi pour dire que ce que la Russie est en train de faire là n'est pas bien. On a donc sommé la Russie à l'époque pour retirer ses forces de Cuba. C'est ce que la Russie avait fait. Donc c'est le même chemin qui est en train de se répéter aujourd'hui. Vous voyez qu'à l'époque, la Russie avait obtempéré parce que c'était un accord qui était signé entre les deux États. Mais aujourd'hui, c'est le même chemin qui est en train de se répéter aujourd'hui avec le positionnement des forces militaires occidentales. Lorsqu'on parle par exemple de l'OTAN, d'accord ? Lorsqu'on parle par exemple de l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, cela pose et présuppose, voire sous-entend que une fois intégrée à l'Union européenne, l'Ukraine sera d'office membre de l'OTAN, cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est, n'est-ce pas ici, un élément de la guerre froide dont utilisait le camp occidental. Le pacte de Varsovie, qui était cet élément parallèle d'armée à l'époque, n'existait plus avec la dislocation de l'ex-URSS. Donc, cette OTAN-là continue aujourd'hui. Vladimir Poutine n'arrive donc pas à comprendre pourquoi les États-Unis veulent intégrer l'Ukraine à l'OTAN. L'OTAN qui est cette force armée du camp occidental qu'elle utilise pour déstabiliser les États à travers le monde. D'accord. On va revenir rapidement au Cameroun. On rappelle que la thématique évoquée ici est l'accord de coopération militaire signé le 12 avril 2022 en Russie entre la partie camerounaise et la partie russe. En réalité, qui est perdant et qui est gagnant? Est-ce qu'il y a seulement un perdant et un gagnant dans cet accord? Vous savez que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Il y a ce que nous appelons des intérêts permanent dans les relations internationales. Alors, la recherche de cet intérêt-là, comment est-ce qu'on fait pour gagner cet intérêt-là? La définition même de cet intérêt-là, l'intérêt égoïste national d'un État, que l'État cherche dans les relations internationales, dépend de la force, n'est-ce pas, du dit pays qui agit sur le plan international. Vous voyez qu'entre le Cameroun et la Russie, c'est deux puissances, certes souveraines, mais qui restent, n'est-ce pas, inégales sur le plan physique ou sur le plan matériel. Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied d'égalité la Russie et le Cameroun sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel et que sais-je encore. Ça veut dire que quoi? Du point de vue de la réelle politique, c'est deux pays qui restent diamétralement opposés sur le plan de la puissance, mais qui restent égaux sur le plan souverain. Alors moi je dirais, en tant qu'analyste, que le Cameroun serait en train de gagner, d'accord, dans cet nouvel accord. Pourquoi? Parce que, il y a d'abord déjà ce que j'appelle une démonstration de rapport de force du côté du Cameroun. Le Cameroun est en train d'assumer sa souveraineté. Parce que vous savez que depuis 2009, les accords de coopération qui avaient été signés après les indépendances et couraient jusque-là, jusqu'en 2009. C'est-à-dire que ces accords-là existent jusqu'aujourd'hui dans certains pays du précaré africain. On renouvelle. En 2009, le président Paul Biya avait refusé de renouveler ces accords-là. D'accord? Il a plutôt fait ce qu'on appelle une redéfinition de ces accords-là en extirpant les articles
qui le rendait presque servile, c'est-à-dire qu'il l'esclavagisait. Il a redéfini et il a équilibré cet accord de partenariat-là. C'était d'abord un rapport de force qui montrait que désormais, le Cameroun n'est la chasse gardée des personnes. Vous connaissez cette affirmation du président Paul Biya. Donc sur le plan international, le Cameroun démontre déjà son rapport de force. Avec cet nouvel accord, le Cameroun montre qu'il n'est pas la chasse gardée du camp occidental. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun a entretenu des rapports et des relations diplomatiques avec le camp occidental. Mais on n'arrive pas à voir, sur le plan pratique, comment ces relations-là ont pu développer économiquement le Cameroun. Ça veut dire que quoi? Ces relations-là ont peut-être pris du plomb sur le terrain et qu'il est important d'aller chercher ailleurs. Donc, en signant ou en tendant la main à la Russie aujourd'hui, le président Paul Biya non seulement fait une démonstration de force, mais veut également expérimenter, d'accord, un nouveau partenaire qui pourrait l'aider à faire décoller le Cameroun économiquement. Et vous savez qu'il n'y a point de développement économique sans la paix, d'accord? Et vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique est aujourd'hui le théâtre des conflits. L'Afrique est aujourd'hui, n'est-ce pas ici, le champ d'expérimentation, n'est-ce pas ici, de ces conflits occidentaux qui opèrent ces grandes puissances. D'accord? Ces conflits qui s'opèrent en Europe, n'est-ce pas, se manifestent en Afrique d'une certaine façon avec le terroriste qu'on n'arrive toujours pas à éradiquer, nonobstant, n'est-ce pas, les organismes et les institutions de lutte contre le terrorisme qu'on retrouve en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons d'un accord de coopération militaire. Certains analystes prévoient peut-être dans les prochaines années un accord de défense, c'est-à-dire ce qui implique la présence de ces soldats russes, de cette société de sécurité paramilitaire Wagner au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez précisément? Je pense que l'un n'exclut pas l'autre, et que la coopération militaire que le Cameroun vient de signer ici peut constituer un pas, d'accord, qui pourrait conduire à la signature d'une coopération des accords de défense. Cela n'est pas exclu. Donc, dans les relations internationales, on ne va pas n'importe comment, on va avec prudence et modération. Donc, je pense que déjà, cet accord de coopération militaire qui a été signé entre la Russie et le Cameroun, qui consiste par exemple à fournir des informations paramilitaires, à l'entraînement des militaires, à la fourniture des équipements, n'est pas une moindre chose. Déjà, pour moi, en tant qu'analyste, je perçois ça comme étant un signal fort qui, s'il est prouvé que les fruits sont, n'est-ce pas ici, si cet accord-là donne des fruits sur le terrain, pourrait conduire ou amener le Cameroun ou les deux États à signer les accords de défense qui, cette fois-là, seront très efficaces et pertinents par rapport à cet accord de coopération militaire. Maintenant, peut-être nous allons sortir de cette thématique par là. Si on va sur le terrain, le Camerounais lambda vous dira peut-être que depuis qu'il y a cet accord de 2015, on n'a pas vu des changements. Du côté des régions du nord-ouest et sud-ouest, la guerre continue. Du côté du nord Cameroun, Boko Haram continue de sévir. Que va réellement nous apporter ce nouvel accord de coopération militaire qui a été signé? Là, je me mets à la place du téléspectateur qui peut être en train de regarder et qui se pose cette question. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je pense que cette question-là est une question normale que tout un citoyen pourrait se poser lorsqu'il est confronté à un terrorisme, à une violence, à une guerre civile qui émaille son pays. Vous allez vous rendre compte que l'accord militaire signé entre le Cameroun et la Russie, déjà en 2015, a donné ses fruits avec la lutte contre le Boko Haram dans les régions du Nord. On s'est rendu compte que l'apport de la Russie a aidé fondamentalement le Cameroun à réduire, d'accord, la puissance de Boko Haram. Boko Haram, aujourd'hui, n'est pas fini, mais il est réduit à sa simple puissance. Je pense que cela a été fait grâce aussi à l'apport de la coopération russo-cameroun. Alors, cet nouvel accord... Même si ce n'est pas encore totalement fini. Fini. J'ai pris la précision de le préciser. Excusez-moi de la tautologie. Bon, cette nouvelle donc accord entre le Cameroun et la Russie intervient à un moment où le Cameroun
est, n'est-ce pas ici, je ne vais pas dire agressé, est en guerre dans ces deux régions anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest. Et vous savez que cette guerre-là est une guerre très compliquée. C'est une guerre qui a des ramifications avec les puissances extérieures parce que on s'est rendu compte, d'après les recherches et des études, que les financements viendraient de l'extérieur. D'accord? Et vous savez que la liste de ces pays-là avait été rendue officielle et les personnes même qui financent ses compatriotes au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, c'est une crise très délicate qui demande, n'est-ce pas ici, une prudence de la part des acteurs. Avec donc la Russie aujourd'hui, le Cameroun pourrait non seulement avoir un avantage sur les renseignements, mais aussi déclencher la dynamique qui consisterait, n'est-ce pas ici, à interpeller ces puissances étrangères qui supportent cette crise-là au nord-ouest et au sud-ouest. Vous savez qu'il y a un principe des relations internationales qui est bafoué, d'accord? La non-assistance ou alors le fait de ne pas armer quelqu'un pour déstabiliser un autre État. C'est un principe du droit international qui est sacré et qui est aujourd'hui bafoué dans le contexte du Cameroun. Et également, le droit international interdit aux puissances d'héberger à leur sein des citoyens, n'est-ce pas, qui tentent, n'est-ce pas, ici, à déstabiliser leur pays. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons des compatriotes, fussent-ils, ils ont de la double nationalité, mais il reste néanmoins des Camerounais qui résident aux États-Unis, qui résident en Belgique, en France, etc., qui ont une philosophie, d'accord, de la scission du Cameroun, d'accord, et qui font des vidéos quotidiennement. Donc, ces personnes-là qui résident aux États-Unis devraient être d'abord interpellées par ces pays résidents. On ne comprend pas pourquoi il y a un silence là-dessus. Et c'est le combat, c'est-à-dire c'est la bataille du président Paul Biya. Vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas un va-t-en-guerre. Et il a, dans ses discours, interpellé ces pays-là sur cette question-là. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à voir comment ces pays-là se manifestent sur la question. Au contraire, les États-Unis ont accordé 18 mois de protection temporaire à tous les résidents qui sont arrivés aux États-Unis à partir du 14 avril. Voilà. C'est pourquoi moi, en tant qu'analyste, je considère que en s'orientant maintenant avec la Russie, le Cameroun montre que sa coopération avec le camp occidental a montré ses limites et cette coopération-là est beaucoup plus teintée d'hypocrisie qu'il faut désormais voir ailleurs pour essayer de espérer une différence sur le plan économique et politique. D'accord. Nous signalons que cet accord de coopération militaire signé entre la Russie et le Cameroun va dans les 5 prochaines années et renouvelable. Voilà, merci pour la précision. Avec votre permission, nous allons rapidement passer à la deuxième thématique et nous allons prendre la direction du Mali où l'armée française a donc procédé cette semaine à la rétrocession de la base militaire de Gossi aux forces armées maliennes. Par cet acte, la France marque donc une étape de plus vers la fin de l'opération Barkhane au Mali. Gossi devient donc ainsi la 4e ville à enregistrer le retrait des soldats français engagés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali après Kidal, Tessalit et Tombouctou. Les faits sont mentionnés par Serge Bertrand ici. Située au nord du Mali, la base militaire de Gossi est officiellement rétrocédée aux forces armées maliennes. Celle-ci intervient 2 mois après l'annonce par la France de l'arrêt de l'opération Barkhane. Selon Pascal Lani, porte-parole de l'état-major français, le poste a été restitué en l'état avec tous les dispositifs défensifs, tous les équipements ainsi que des infrastructures de casernement. Gossi devient la 4e ville à observer le retrait des troupes françaises, après celle de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Les 2 bases de Menaka et Gao restent encore occupées par les soldats français, dont les effectifs s'élèvent à 2500 hommes sur les 4600 que compte le contingent français dans le Sahel. Ce départ de la France intervient alors que la menace djihadiste persiste dans la zone. Toute chose qui n'empêche pas le Mali de recourir à la Russie. Bamako a d'ailleurs reçu récemment du matériel militaire de Moscou. Un acte
que les forces armées maliennes considèrent comme un partenariat fructueux, selon le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général malien. C'est la manifestation d'un partenariat très fructueux depuis que nous avons commencé à reprendre à travailler avec l'État russe. L'objectif voilà, de tout ce que nous faisons au niveau de l'état-major général des armées et des armées et services, c'est de travailler à garder notre autonomie pour être en mesure de défendre de façon autonome notre territoire. Malgré le retrait des troupes françaises, le contingent de la MINUSMA est toujours présent au Mali. Et la mission court jusqu'en juin prochain, date d'échéance de son mandat. Merci Serge Bertrand ici pour ce rappel des faits du côté du Mali où on l'annonçait. Donc les troupes françaises sont donc parties de la ville de Gossi au Mali. Les forces françaises qui s'en vont et la Russie qui s'installe petit à petit, docteur Amel Sango. Je pense que c'est le prolongement du schéma entre le Cameroun et la Russie qui vient de se passer là tout à l'heure. Je pense qu'avec le temps, ce qui se passe là au Mali serait ce qui va se passer au Cameroun si les choses ne changent pas jusqu'à présent. Déjà, la question du Mali est une question très délicate et très complexe parce que lorsqu'on analyse ce pays-là sur le plan historique, on se rend compte que c'est le pays africain qui a le plus connu les coups d'État depuis son indépendance. Vous allez vous rendre compte que depuis Traoré, depuis Sékou Touré, de Traoré jusqu'au coup d'État actuel, le Mali est allé de coup d'État en coup d'État. Alors, la conséquence ou alors la remarque qu'on peut faire lorsqu'on analyse, n'est-ce pas ici, cette prolifération de coups d'État-là, c'est que si le coup d'État était, n'est-ce pas ici, un outil de développement, le Mali aujourd'hui serait un État développé. Si en revanche, le Mali sombre encore parmi les pays sous-développés en dépit de ces multiples coups d'État, alors on arrive à la conclusion selon laquelle les coups d'État n'apportent rien à un État. La spécificité du gouvernement de transition actuel. Déjà, j'aime souvent faire la précision là-dessus que si les coups d'État sont à condamner sur le champ politique, il y a ce qu'on appelle les coups d'État salvateurs. C'est-à-dire les coups d'État adossés sur une vision. Les coups d'État, n'est-ce pas ici, planifiés. Les coups d'État, n'est-ce pas ici, qui ont pour objectif de développer des États. Et sur le plan historique, on a des exemples. Par exemple, on a par exemple la Libye. On ne va pas me dire que la Libye n'était pas un exemple, malgré qu'il était dirigé par un dictateur. D'accord? On a par exemple, même sur le plan européen, ces pays européens-là qui nous dirigent aujourd'hui avaient connu des régimes absolutistes, des régimes monarchiques, des dictatures fortes pour se développer. Une fois développés, ils ont instauré les démocraties qu'ils veulent aujourd'hui nous imposer, alors que nous, on n'a même pas encore amorcé le processus de développement. Un coup d'État salvateur. C'est ainsi que vous qualifiez la prise de pouvoir par le colonel Assimi Goïta. Oui, c'est dans ce sens-là que moi je suis en train de voir. Parce que ce coup d'État-là, n'est-ce pas ici, vient instaurer la discontinuité. Les coups d'État qui précédaient ce coup d'État, c'était des coups d'État qui étaient impulsés par la dynamique extérieure. C'est-à-dire, c'était toujours la puissance qui manipulait et qui était au centre du coup d'État. Mais ce nouveau coup d'État, c'est que nous vivons aujourd'hui, qui est en train de soulever les conséquences dont nous allons analyser là tout à l'heure, c'est que le coup d'État actuel, c'est un coup d'État qui a été pensé et impulsé par une dynamique nationaliste interne, qui vise, n'est-ce pas ici, à rendre le Mali aux Maliens. Parce que les acteurs actuels du Mali se sont rendus compte que le problème du Mali, d'accord, ce sont ses partenaires. Je ne vais pas citer ce partenaire-là, mais le Mali a compris que pour se développer aujourd'hui, il faut se débarrasser de quelqu'un qui nous a très mal accompagnés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, sur le plan international, nous vivons tout ce que nous vivons là aujourd'hui. Sauf qu'il se débarrasse des troupes françaises pour ouvrir ses portes à la Russie. Il se trouve donc que parmi ses partenaires qui l'accompagnaient jusque-là, se trouve bel et bien la France. La France qui est présente au Mali depuis l'indépendance et qui n'arrive pas toujours à jouer un franc jeu sur le plan de la lutte, par exemple, contre le terrorisme, sur le plan, par exemple, de l'exploitation des ressources naturelles. Le Mali est toujours resté sous-développé jusqu'aujourd'hui. Alors, l'intervention de ce coup d'État, si donc vient sonner le glas, le débarrassement
d'un vieil partenaire, d'un vieil ami, qui l'a jusque-là mal accompagné. C'est-à-dire le Mali a dit, et continue à dire ouvertement, que la France doit partir. Et je pense que la France est en train de prendre acte avec le retrait de ses forces militaires de la région de Gossi. C'est un exemple qui vient montrer une fois de plus que la France est en train de partir au Mali de gré ou de force. Alors, le problème donc des pays africains, c'est quoi? C'est que sur le plan actuel, on a toujours tendance à croire que le développement des États africains serait l'émanation des puissances étrangères parce qu'on se débarrasse par exemple des gens pour embrasser Luc. On se débarrasse du chien pour embrasser le crocodile. Or, ces pays occidentaux-là ont, n'est-ce pas ici, des idéologies très claires, ont également des intérêts. Ils n'interviennent pas chez vous parce que vous êtes beau. Et il y a toujours ce principe de relation. Ils ont des intérêts. Les intérêts permanents des États. Mais je pense qu'il est important d'expérimenter un autre partenaire parce que, en dépit de ces intérêts permanents des États, il y a ce qu'on appelle la méthode au niveau, par exemple, la méthode, l'approche au niveau de la conduite de cette coopération internationale. Vous allez par exemple vous rendre compte que la coopération entre le Cameroun et la Chine, par exemple, sur le plan méthodologique, n'est pas identique à la coopération entre le Cameroun et la France, entre le Cameroun et les États-Unis. Donc, il y a une différence au niveau de la méthode, même si, sur le plan général, c'est la recherche des intérêts qui prévaut. Donc, aujourd'hui, la Russie est en train de s'implanter au Mali et on attend de voir ce que cela apportera comme résultat. Mais du moins, ce qu'on puisse dire, c'est que sur la recherche des intérêts, les intérêts ne sont pas les mêmes. Je vais vous expliquer pourquoi les intérêts ne sont pas les mêmes. Très rapidement. Les intérêts ne sont pas les mêmes parce qu'une puissance comme la France aujourd'hui est classée 5e puissance économique sur le plan mondial juste parce qu'elle contrôle encore ce qu'on a appelé de manière géopolitique le précaré français. C'est les ressources de ce précaré français, n'est-ce pas ici, qui font la force de la France. Et des études ont été faites là-dessus pour démontrer que si on coupe la France de ses ex-colonies, la France risque de redevenir 25e puissance économique mondiale. Et la France n'est pas prête à accepter une telle humiliation. C'est pourquoi la France va toujours lutter, la France va toujours multiplier les stratégies pour rester permanent en Afrique. D'où par exemple la politique de la France-Afrique, qui reste historique et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une politique qui consiste, n'est-ce pas ici, à renforcer la puissance de la France parce que la France a compris que son carburant se trouve en Afrique. Or, ce qui n'est pas le cas pour la Russie. La Russie n'a pas forcément besoin de l'Afrique pour s'affirmer comme puissance. Donc les intérêts ne sont pas permanents et on peut surfer sur cette différence des intérêts-là pour pouvoir capitaliser en termes d'intérêt. On peut également très bien comprendre dans quel camp vous rangez, docteur Armel Sango. En tout cas, la France, vous l'avez dit, qui veut à tout prix rester en Afrique parce que cette même semaine, elle a redéployé ses troupes vers le Niger voisin pour assurer donc la sécurité désormais de ce côté-là. Et le Niger qui a d'ailleurs apposé son accord pour l'installation des troupes françaises sur son territoire. Et au Mali, la séparation est donc consommée. Vous l'avez suivi, la ville de Gossi a donc été rétrocédée aux forces armées maliennes. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce sera donc les bases de Gao et de Menaka qui seront donc débarrassées par les troupes françaises. Nous allons rapidement marquer le dernier stop. Et le dernier stop est marqué du côté de la Côte d'Ivoire où a été finalement effectué l'ajustement du gouvernement, une nouvelle équipe qui est donc formée pour répondre aux problèmes de la conjoncture économique prioritairement dans le pays. Suivons ce reportage. C'est une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. Le pays sera désormais dirigé par une nouvelle équipe. Le Premier ministre reconduit Patrick Achi a révélé les noms de ceux qui formeront son gouvernement, un peu moins fourni qu'avant. C'est sans grand changement qu'il a été constitué. On y retrouve plusieurs anciens visages. Dans l'équipe de 32 hommes retenus, il n'y a que 7 femmes. Kandia Kamara,
conserve son poste de ministre d'État en charge des Affaires étrangères, tandis que le frère du président, Téné Birahima Ouattara, conserve également son portefeuille de ministre de la Défense. Le ministère de l'Intérieur continuera lui aussi d'être dirigé par Vagondo Diomandé et Mariatou Kone, elle, reste ministre de l'Éducation. Beaucoup d'autres ont été remplacés, tandis que d'autres ministères ont complètement été dissous. Avec le gouvernement actuel, le président Alassane Ouattara espère que la gestion de l'État sera plus efficace. Les Ivoiriens, eux aussi, espèrent une meilleure gestion des ressources du pays, à leur avantage. Merci Amandine Boni qui nous présentait donc la nouvelle équipe gouvernementale du côté de la Côte d'Ivoire. Dr Ahmed Sango, le président Alassane Ouattara, qui est donc engagé dans un réajustement de cette équipe gouvernementale pour répondre aux problèmes de la conjoncture économique qui sévit de ce côté-là. Effectivement, il est souvent très difficile de s'y mixer sur les affaires intérieures d'un État parce que les choses de la Côte d'Ivoire relèvent fondamentalement des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'analystes, nous devons, n'est-ce pas ici, de pouvoir analyser ces faits politiques intérieurs et internationaux sous le prisme, par exemple, de la science et en l'occurrence de la science politique. Déjà, il faut dire que le remaniement et le réaménagement gouvernemental ne sont pas la même chose, ne signifient pas la même chose. Déjà, sur le plan technique, il faut faire une précision là-dessus. Il y a réaménagement lorsque on enlève le Premier ministre et tous ses ministres et qu'au nouveau gouvernement, on nomme un nouveau Premier ministre différent de celui qu'on a débarrassé. Réaménagement, c'est-à-dire on balaie tout le monde et on met en place une nouvelle équipe différente totalement de la précédente. Alors, on parle de remaniement qui est différent de réaménagement lorsque on procède à l'ajustement de quelques ministres. C'est-à-dire, on enlève certains ministres, on laisse d'autres, on remplace, on mute. Et dans le cas d'espèce, en Côte d'Ivoire, nous sommes en droit de parler de remaniement. Parce que le Premier ministre Patrick Hachi, qui a remis sa démission, a encore été reconduit et en l'occurrence avec plusieurs de ses ministres. Lorsqu'on voit le nouveau gouvernement actuel, c'est presque les mêmes personnes, même si on note l'intervention de deux nouvelles personnalités. Mais le reste, c'était les mêmes personnes qui occupaient les postes jusque-là. Ce gouvernement-là, ou alors ce remaniement-là, intervient dans un contexte très particulier et soulève des enjeux qui méritent d'être explicités. Alors, le premier contexte, ou alors le premier enjeu, c'est quoi? C'est que le président Alassane Ouattara voudrait, n'est-ce pas ici, non seulement mettre sur pied un gouvernement très compétitif en réduisant l'effectif. Vous voyez que nous sommes partis de 42 ministres. 41 ministres pour 32. 32 ministres. Donc, sur le plan effectif, il a réduit, n'est-ce pas, ici, le nombre. Et pour que cette réduction de l'effectif, n'est-ce pas, ici, ça rime à la compétitivité pour faire face à la nouvelle conjoncture internationale économique que nous traversons aujourd'hui. Ça, c'est l'enjeu, le premier enjeu que nous pouvons soulever. Mais il y a également un autre enjeu. L'autre enjeu, c'est quoi? C'est qu'il y avait également un poste de vice-président qui était vacant jusque-là. Depuis 2 années. Depuis 2020. Et il était important pour Alassane Ouattara de pouvoir combler ce poste-là. Et il a porté à ce poste-là un certain Thiemoko Kone, qui est un économiste chevronné qui a fait ses preuves jusque-là. Que personne n'attendait. Donc, ça veut dire que également ce remaniement-là intervient à un moment très particulier qui pousse à subordorer sur la succession du président Alassane Ouattara parce qu'au-delà de ça, c'est de ça qu'il s'agit. Le président Alassane Ouattara est en train de préparer d'une manière ou d'une autre sa succession, même si on ne sait pas encore s'il va encore empiler pour les élections de 2025 qui sonnent à l'horizon. Alors, ce que nous appelons aujourd'hui la Troisième République en Côte d'Ivoire, avec la nouvelle constitution qui a donné au président Alassane Ouattara l'opportunité de pouvoir se représenter jusque-là, fait du vice-président, n'est-ce pas ici, le remplacement de plein droit du président. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient assumer l'intérim,
et qui part, c'est quelqu'un qui remplace de plein droit le président qui se trouve empêché, qui se trouve décédé, qui se trouve, n'est-ce pas, ici, invalide. Donc, en cas d'empêchement du président, c'est l'article 2 de cette nouvelle constitution de la Troisième République ivoirienne qui dit que le vice-président devient président de plein droit. C'est-à-dire, il achève le mandat en cours comme étant un président qui a été élu et il a la possibilité de se représenter pour les élections futures. Ce qui n'est pas le cas avec le président par intérim. Avec le cas, par exemple, au Cameroun, qu'on appelle le Sénat, le président du Sénat, qui est là juste pour assumer l'intérim et incapable de se représenter pour être candidat à la prochaine élection. Donc, c'est un enjeu très fondamental. Vous voyez que là, déjà, nous sommes en train de toucher la succession du président Alassane Ouattara, qui est en train de préparer son départ. Parce qu'il faut le dire, l'homme n'est pas éternel. Et je pense que sur le plan de la réelle politique, Alassane Ouattara est en train de s'inscrire dans une très bonne dynamique pour qu'après lui, le chaos ne s'installe plus en Côte d'Ivoire. Mais je ne saurais, n'est-ce pas, ici, clore cette actualité de la Côte d'Ivoire sans toutefois m'interroger sur la curiosité que revêt même, n'est-ce pas, ce système politique qui a été consacré par la Troisième République. Vous allez vous rendre compte que nous sommes sur le plan technique de la science politique. S'il faut qualifier ce régime politique qui prévaut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il s'agirait d'un régime politique présidentiel. Le régime politique présidentiel, c'est un régime politique qui est, n'est-ce pas ici, piloté par un président de la République et par un vice-président. Et dans des régimes présidentiels, quand on a déjà le vice-président, on n'a plus besoin du premier ministre. Donc, le cas ivoirien aujourd'hui relève de la curiosité, tant sur le plan intellectuel, scientifique et doctrinal, que sur le plan même de la pratique réelle. On n'arrive pas à comprendre comment on peut juxtaposer le vice-président et le Premier ministre. Sur le plan technique, ça ne s'explique pas. D'accord? Or, on aurait compris que dans un contexte où il n'existait pas encore un vice-président, le Premier ministre, n'est-ce pas, aurait toute sa place et on parlerait alors d'un régime semi-présidentiel. Donc, je voulais, n'est-ce pas, ici relever cet aspect pour pouvoir, n'est-ce pas, ici, jeter les germes d'une interpellation en termes d'analyse parce que ça peut faire l'objet d'une recherche ou d'une thèse de doctorat à l'université. Cette curiosité, n'est-ce pas, ivoirienne en termes de système politique qui prévoit actuellement. D'accord, merci beaucoup pour cette analyse, Dr Armel Sango. Je me permets de vous remercier en même temps parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation, Dr Armel Sango, qui, je le rappelle, est politologue internationaliste. Merci. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle Ndongo, madame Ndongo. Nous n'avons pas vu le temps passer. Le temps est allé très vite que nous ne sommes pas rendus compte qu'on s'acheminait vers la fin de l'émission. Déjà, c'est une émission très, très, très intéressante. Elle me plaît très bien et j'ose croire que dans l'avenir, je pourrai également revenir ici pour continuer à éclairer les téléspectateurs sur des sujets d'actualité qui jalonnent le continent. Donc, c'est un plaisir d'être là ce matin et je sors en resaluant vos milliards de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et qui nous appellent tous les jours pour nous féliciter et nous faire des observations sur des analyses que nous déployons quotidiennement sur les plateaux de télévision. Soyez rassurés, ça nous ferait également plaisir de vous avoir très bientôt sur le plateau du Grand 7. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette autre édition de votre émission hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash TV News. Merci à Chesley Forben et l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés pour cette autre sortie de votre émission. Donnons-nous rendez-vous certainement dimanche prochain pour une nouvelle sortie. En attendant, nos programmes se poursuivent sur Dash TV News. À bientôt.